Tchad est sous l'onde de choc suite aux manifestations contre le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Pas moins de 50 morts enregistrés, dont des membres des forces de sécurité jeudi dernier dans le pays. Un événement sanglant qui appelle à des questionnements au moment où on croyait partir le Tchad vers des lendemains apaisé, sans heurte, au sortir de la tenue du dialogue national et la formation d'un nouveau gouvernement. Puisque votre micro est ouvert, je vais commencer par vous, peut-être pour 4 minutes. Je vous prie, Président, on va essayer un peu de procéder ainsi pour que nous tenions. Voilà. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé au Tchad. Alors, comment est-ce que vous compreniez cette manifestation qui a endeuillé ce grand pays? D'abord, j'ai commencé, mon cher Boubacar Sidiki, en début d'émission, à rappeler que nous étions, nous, très attachés au président maréchal Idriss Déby, parce que non seulement il défendait la cause africaine vers la fin de sa vie, mais c'était un grand président, un grand démocrate. Il n'aurait jamais fait ce qui s'est passé. Vous savez, nous, ici, depuis au moins 11 ans sur Afrique Média, nous considérons toujours que le panafricanisme est un humanisme. Nous défendons les Africains. Et l'image de l'Afrique surtout. Il n'y a aucune raison qu'un Africain qui tombe pour revendiquer sa liberté, pour revendiquer son affranchissement de la France, soit victime des balles d'un complice de la France. Aujourd'hui, la France essaie de se focaliser dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Tchad de Mahamat, pour essayer de... Je rappelle que la France a bien déclaré qu'elle n'est pas mêlée dans ce qui se passe au Tchad. Évidemment, on sait que le Quai qui joue aux pompiers pyromanes déclare du bout de lèvres d'un côté que nous condamnons ce qui s'est passé au Tchad, alors même qu'on sait que c'est avec la complicité de la France. Vous avez vu l'adoubement de Macron quand le maréchal a été assassiné vers son fils Mahamat au mois de décembre, au mois de juin 2021, ou en Djamena, vous avez vu? Et là, Macron, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même dit que Macropoléon a dit, effectivement, il met en garde tous ceux qui s'attaqueront à la stabilité du Tchad. Rappelez-vous cette phrase de Macron. Les populations tchadiennes aujourd'hui ne veulent plus de la France. Ça a commencé comme ça en RCA, ça a repris au Mali, et ça commence au Burkina Faso. Vous voyez les manifestants, les manifestations de rue qui agitent leur dégoût de la France. Comme l'a rappelé Charlie tout à l'heure, la France venait pour débarrasser le Mali, comment dirais-je, des djihadistes et terroristes. Elle est venue ouvrir le champ au mouvement aux terroristes pour aller vers Bamako. Vous avez vu ce que la France a fait en RCA, qui était charcuté avant que la Russie, le partenariat avec la Russie n'arrive en RCA. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Tchadiens commencent à comprendre. Vous voulez qu'un panafricain accepte ce qui s'est passé au Tchad? 50 morts, vous l'avez dit. Qui a tué qui? La France fait semblant de dire que je condamne. Mais on sait bien que, comme elle a fait lors de l'assassinat du maréchal Déby, elle est derrière tout ça parce qu'elle pense que son empire n'est pas encore complètement décapité. Qu'elle a encore une chance de jouer au laborantin en Afrique centrale. Moi, je dis qu'il faut extrêmement être vigilant par rapport à ça. Afrique Média a toujours défendu les peuples d'Africains. Si vous voulez collaborer avec la France, si vous voulez nouer des partenariats gagnant-perdant avec la France, nous ne sommes pas avec vous. On ne peut pas aller contre le peuple africain, les peuples d'Afrique. Ce n'est pas possible. D'accord. Vous voulez que moi, aujourd'hui, sur Afrique Média, je défende le massacre, je justifie le massacre des Africains tombés? Parce qu'il y a un monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect pourtant, qui collabore avec le soutien français pour massacrer les Africains. Je dis non. Je dis non. Macron, il s'accroche à M. Sissoko Mbalo, il s'accroche à M. Macky Sall, il s'accroche à Ouattara, il veut s'accrocher à Mahamat Idriss Déby. On n'en veut plus.
Nous ne voulons plus être victimes du syndrome de Stockholm. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, l'Afrique de papa, c'est terminé. C'est l'Afrique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Où l'Afrique veut s'affranchir. Je vais encore revenir vers vous parce qu'il faut qu'on fasse... Et je termine en disant que, vraiment sur le fond, sauf s'il y a des éléments qui nous échappent, on ne peut pas accepter le sang des Africains qui manifestent contre la France. La France, même si du bout des lèvres, elle a condamné ça, on sait qu'elle est le véritable pyromane derrière. C'est entendu. Alors, merci beaucoup à vous. Alors, Charlie, aussi, pour 4 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à travers le Tchad pouvait être évité? Bien sûr. Moi, je pense très humblement et très modestement qu'on aurait pu éviter ça. Mais vous savez, je vais être honnête, hein, je fais partie de ceux qui ont pensé que l'arrivée du général Mahamat au pouvoir était une bonne chose pour le Tchad. Parce que moi, j'ai évalué ou alors analysé la situation sous le prisme des défis sécuritaires que traversait ce pays, avec la menace rebelle dans le nord, les FARC, la menace Boko Haram. Et vous savez que le Tchad est engagé auprès du Cameroun, du Niger et du Nigeria dans le cadre de la FMM, la force multinationale mixte placée sur le commandement de la CBRT, la Commission du bassin du lac Tchad, pour lutter contre Boko Haram. Sans parler de la situation sociopolitique à cette époque qui était assez tendue dans le pays. Mais à l'heure actuelle, je pense que ce monsieur est un ennemi de l'Afrique. Il n'est même pas un ennemi du Tchad, mais il est un ennemi de l'Afrique. Ce jeune président actuellement au Tchad. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce qu'il a trahi l'héritage de son père. Vraiment qu'on ne vous trompe pas. On peut tout reprocher au maréchal Idriss Déby, mais il y a 2 faits d'armes qui peut-être sont passés inaperçus par la conscience africaine, mais que je dois révéler ici. La première, c'est que, et ça je crois qu'on est tous d'accord dessus, c'est que le maréchal Idriss Déby, avant de mourir, il était l'un des rares présidents qui, ouvertement, prenait position sur la question du franc CFA en Afrique. Très peu de présidents l'ont fait, en tout cas de notre ère. Il prenait position clairement, c'est-à-dire qu'il ne se cachait pas dessus. Et il faisait des affirmations assez fortes, de nature à véritablement mettre à mal la France sur le sol africain. Je me souviens encore de cette sortie où il nous faisait savoir que dans le pétrole de son pays, qui était exploité par la France, on ne lui reversait que 3% pour développer le pays. C'est-à-dire qu'on exploite votre matière première, on vous donne 3%, et dans les 3%, on vous parle de gouvernance, on vous parle de développement. Vous voyez que ça n'a même pas de sens. Donc, quand je parle de trahir l'héritage de son pays, je convoque ces éléments historiques pour que les gens comprennent. La deuxième des choses, quand je parle de trahir l'héritage de son père, c'est que le maréchal Idriss Déby, avant de mourir, on ne le dit pas toujours assez, sur sa table se trouvait un dossier de coopération avec la Fédération de Russie. Parce que le maréchal Idriss Déby n'était plus dans la logique de reconduire les accords de la force Barkhane sur le sol tchadien. Je ne sais pas si les Africains sont au courant de ça. Ils ne voulaient plus reconduire la présence de la force Barkhane sur le sol tchadien. D'ailleurs, il y avait un dossier très avancé de coopération entre le Tchad et la Fédération de Russie qui était posé sur la table du maréchal avant qu'il ne décède. D'ailleurs, les assises qui étaient organisées par son fils étaient une promesse de campagne de son père. Mais malheureusement, non seulement il a trahi cet héritage de son père, mais là où il a essayé même de recoller les morceaux, il les a mal fait. Non, permettez. Les assises qu'il a organisées, il organisait des assises à laquelle les membres de la conférence épiscopale, c'est-à-dire que les leaders religieux, quoique j'ai un problème avec la religion en Afrique, mais on s'est rendu compte que les leaders religieux qui ont participé à cette conférence, à ces assises nationales, ont claqué la porte. Que ce soit du côté chrétien ou du musulman, ils ont tous sont partis pour dire qu'ils ne croyaient pas. On va parler. La deuxième des choses, c'est que les leaders politiques tels que le mouvement des transformateurs de Succès Marsa n'a pas été invité. Le leader rebelle des FARC, qui justement est une force assez conséquente que nous avons aujourd'hui dans le nord du Tchad, ils n'ont pas participé. Je peux même comprendre ça. Mais ce qui me surprend, c'est que l'un des mouvements les plus importants de la société civile tchadienne, le mouvement Wakitama, n'a pas été invité. Et curieusement, il faut rappeler que le mouvement Wakitama, c'est celui qui, bien avant les assises, avait justement appelé à un boycott de la France sur le territoire malien et même à une destruction des biens français sur le sol tchadien. Et c'est ce mouvement qui n'a pas été invité aux grandes assises nationales. D'accord. Le fils même qui hier promettait que s'il arrive au pouvoir, il est là pour conduire la transition et après il ne sera pas représenté. Lors de ces grandes assises nationales, l'une des recommandations, c'est que le fils, ou alors Mahamat Idriss Déby Itno, sera candidat
aux prochaines échéances électorales. Et je terminerai par ceci. Merci beaucoup. Avant que les assises ne soient organisées, il y a eu maintes manifestations du Tchad où le peuple tchadien revendiquait deux choses, mon très cher ami. Deux. Vraiment, il ne faut pas qu'on trompe les Africains. La première, c'était le départ des bases militaires étrangères sur le sol tchadien. Et la deuxième? Et la deuxième, c'était un rapprochement ou alors une coopération avec la Fédération de Russie. D'ailleurs, dans les mouvements de contestation que nous avons observés du côté du Tchad, ils scandaient, ils arguaient le drapeau russe. Merci pas pour dire comme merci beaucoup à vous, Charlie Kenny. Mais le fils, non seulement n'a pas tenu compte de vraiment, il faut qu'on respecte les 4 minutes. Merci beaucoup à vous, Charlie. Parce qu'il faut qu'on fasse le tour de table, s'il vous plaît. Il a préféré asseoir son pouvoir sur une certaine crédibilisation internationale plutôt que de l'asseoir sur une légitimité de son peuple. Voilà, et il merci. aujourd'hui. Merci, c'est entendu ce que vous avez dit. Donc, on vous a suivi, ce que vous avez dit n'engage que vous d'ailleurs. Merci. Donc, alors, François Bikoro, on a vu donc toute cette manifestation cette semaine au Tchad. Alors, pour beaucoup des journaux et même certains observateurs sur le continent africain, il y a une instrumentalisation de la jeunesse et même d'une certaine opposition. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que c'est possible que la jeunesse tchadienne ait été manipulée pour se retrouver dans la rue aujourd'hui? Quand vous voyez le magistère de la gouvernance au Tchad, quand vous jetez un regard rétrospectif sur les grands mouvements qui ont connu le peuple africain depuis un certain temps, vous allez vous souvenir d'un certain Mohamed Baradei. Si vous avez souvenance, on nous a dit ici qu'en Libye, il y avait un peuple qui était fâché contre Kadhafi. J'entends encore peuple là depuis que nous sommes sur ce plateau. On nous a dit qu'il y avait un peuple qui était très fâché contre Kadhafi. On allait ramasser des faux bédouins qu'on a mis. On a dit que le peuple était très fâché contre Kadhafi. Donc il faut faire attention avec la notion de peuple. Ce que moi je retiens, c'est la méthode de Mohamed Baradei en Égypte. Les gens marchaient, chaque fois qu'on va avancer, après un moment, un type qui avait dit qu'il a vu les bombes atomiques en Irak, en Afghanistan, il était énergie atomique. Il est arrivé en Égypte, celui qui devait être bombardé, président de la République, en reconnaissance du bon service rendu pour avoir les raisons de faire quelque chose dans un pays. Alors, pour dire quoi concrètement? Pour dire qu'il faut faire très attention quand une situation a lieu dans un pays aussi compliqué que le Tchad. Je crois que c'est quelques millions de kilomètres carrés si j'ai bonne souvenance. Où était la société civile dont vous faites allusion lorsque le président Idriss Déby Itno a été assassiné? Le service de venir ramasser le gâteau sur la table sans avoir travaillé, c'est un problème. Il y a un grand monsieur qui, au plan de la gouvernance non sécuritaire et non armée, aurait pu jouer un bon rôle au Tchad. Vous avez cité Moussa Faki. Quand un pays a ce genre de situation, c'est bien de dire le petit a fait ci, il a fait ça, le père a fait ci, il a fait ça. Le drame des crises africaines, c'est que la plupart du temps, ceux qui doivent apporter le syllogisme dont vous faites allusion ici, démocratique et tout ça, se mettent toujours au bon petit coin du bosquet, attendant que le rôle soit joué par d'autres impédants inutiles pour venir s'asseoir. Moi, je crois que ça me gêne un peu. Alors, vous voulez dire qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Non, monsieur Moussa Mohamed Faki travaille au niveau de la communauté internationale en ce qui concerne l'Union africaine depuis des années. Il sait le rôle que doit jouer l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, le rôle qui a été mal joué par ses prédécesseurs. Il sait qu'il est le représentant d'un pays où le chef avait pris un certain nombre de devants pour défendre la cause africaine. Il sait que ce chef a parcouru l'ensemble des États africains pour qu'il soit élu. Et je crois qu'Afrique Média a joué ce rôle.
contre l'avis de ce que nous disons aujourd'hui étant des pro-français, des pro-américains, des pro-ceci. On ne peut donc pas comprendre qu'il veuille jouer à la logique de Mohamed Baradei. Il regarde, peu ou prou, aucun acte, aucune retenue, aucun acte posé quand il s'agit de son propre pays. On peut comprendre que l'Union africaine ait abandonné le Mali. On peut comprendre que l'Union africaine ait abandonné sur ça, mais quand même, le Tchad a trop donné à l'Afrique pour que celui pour lequel la tête de proue de Tchad est placée là-bas pour qu'il joue son rôle. Vraiment, ça me semble un peu compliqué. C'est pour ça que je ne veux même pas y aller. Quand je sais que j'ai parcouru 28 pays africains pour faire la campagne de mon frère et grand frère Moussa Faki, quand je sais que le seul message que faisait passer Idriss Déby Itno qui me tenait en fils auprès des autres chefs d'État, c'est qu'il faudrait que nous-mêmes nous nous placions devant pour encourager nos institutions à poser un certain acte. Ça peut donc amener les uns et les autres à se croire qu'il attend que la situation se pourrisse très bien. Loin là où il est là-bas en Éthiopie, il viendra comme un sauveur parce que les enfants dont il a fait allusion, le petit qui fait beaucoup de bruit au Tchad là, Success Mara, vous avez parlé de la société civile, c'est des enfants qui sont au chaudron. Mais vous savez très bien que demain, quand tout ce sera fait, on ira dire qu'on va chercher quelqu'un qui n'est pas mouillé à gauche, qui n'est pas mouillé à droite. Ce n'est pas une très bonne chose. Il faudrait que Moussa Faki Mahamat rentre en N'Djamena. Il est de la gauche de M. Idriss Déby Itno. C'est le père de Mahamat. C'est son père. Et son père est mort pour ça. Qu'il rentre, qu'il se mouille, qu'il dise la réalité des enjeux et des jeux de l'heure pour qu'on ne tombe pas dans le piège qui consiste à gâter entièrement l'héritage de M. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Issa Diawara est en ligne? Alors, Issa Diawara... Non, il ne reste que Anthony. Donc, Issa non plus, Issa Sissé non plus n'est pas en ligne. Merci. Donc, on va pratiquement faire, je pense, qu'il y a un tour de table. C'est tout. Oui, pour... alors, Charlie, vous vouliez prendre la parole, justement, je voulais la donner. Oui. Alors, vous venez de suivre François Bikoro. Alors, c'est justement la question que je vous posais. Est-ce que ce qui s'est passé au Tchad était évitable? Vous l'avez fait savoir, et c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que vous pensez que vous croyez à une certaine instrumentalisation de la jeunesse? Bien, dans le cas du Tchad, ce qui est au moins vrai, c'est que non seulement nous suivons cette actualité de très près, mais également il faut faire remarquer que au départ de cette histoire, nous avons été de commun accord avec le président de la transition tchadienne aujourd'hui. D'ailleurs, personnellement, j'ai rédigé 3 ou 4 articles pour justement justifier sa présence à la tête de l'État tchadien. Parce que le Tchad était dans une situation sécuritaire assez critique, une situation sociopolitique assez tendue, où on n'était pas sûr que si véritablement la loi constitutionnelle avait été respectée, parce que si la loi constitutionnelle avait été respectée, il serait pour pouvoir. Mais je ne suis pas de ceux qui définissent l'actualité ou qui définissent l'avenir de l'Afrique sur le prisme des concepts importés de l'étranger, parce que quand on parle de la loi constitutionnelle dans ce pays, il faut rappeler que c'est une pâle copie de ce qui se fait ailleurs. Donc je ne suis pas de ceux qui analysent la situation africaine sous ce prisme-là, mais je remarque clairement que des choses n'ont pas été faites, mais malheureusement nous avons compris ça parce que les enjeux s'y prêtaient. Donc il fallait véritablement un homme qui fédère les forces sécuritaires de ce pays autour de sa personne pour déjà garantir non seulement la sécurité, l'intégrité du pays et bien sûr la paix dans ce pays-là. Voilà pourquoi personnellement, moi j'ai soutenu et j'ai acclamé l'arrivée de ce général à la tête de l'État tchadien. Sauf que aujourd'hui, on a vu très bien comment les conditions même dans lesquelles le père a été décédé. Parce que moi, si je prends le pouvoir, où hier était assis mon père, qui est mort dans des conditions, ma foi, assez, je veux dire quoi, dans des conditions qui paraissent aujourd'hui être un peu floues.
Mais je n'arrive même pas à faire la lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, la lumière de la mort du maréchal Idriss Déby a été faite à Mondo Vision? C'est un devoir de mémoire. Non seulement en tant que président de la transition malienne, mais en tant que fils, il avait l'obligation de faire la lumière sur les conditions tragiques de la mort de son père. Il n'a pas fait. Deux, on a vu un chef d'État avec toute la diplomatie française se déplacer pour venir, entre guillemets, on ne va pas se cacher, adouber ce régime. On a même vu le ton des médias français qui n'avaient rien à voir avec les autres médias, parce que lorsqu'on parlait du Tchad, on parlait du chef du président de la transition tchadien, on parlait du président tchadien, mais au même instant, lorsqu'on convoquait le Mali, on parlait du chef de la junte malienne au pouvoir. Mais on a vu un ensemble d'éléments qui démontraient à suffit que c'est comme si ce monsieur avait retourné sa veste. Voilà pourquoi j'ai parlé de trahir l'héritage de son père. Mais mieux encore, je vous ai dit que son père était dans une logique de ne pas reconduire les accords qui justement confumaient la présence de la force Barkhane sur le sol tchadien. Mais à l'heure où je vous parle, je crois que les discussions sont très avancées, peut-être si ce n'est même qu'elles ont abouti, ou ce jeune président ou ce jeune général est en train de confirmer la présence de la force Barkhane. Ce qui ne correspond pas, ce qui ne respecte pas les volontés de son peuple, parce que, qu'on le dise au moins, c'est 100 personnes, c'est 100 personnes qui sont mortes là-bas et on devrait saluer leur mémoire. C'est pas 100, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est 100 Tchadiens, plus de 100 même. On parle d'un peu plus de 300 blessés, donc pratiquement un peu plus d'une centaine de blessés graves. On peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Allez, je pense que c'est moi qui vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vous la retire. Alors, Président Célestin Diamin, vous avez suivi l'ambassadeur François Bikoro tout à l'heure. Alors, lui, il estime par rapport à ce qui se passe au Tchad que certaines grandes figures de ce pays se sont pas assez mis pour pouvoir préserver ce qui est préservé dans cet important pays. Alors, pourtant, on sort d'une très grande rencontre, d'un dialogue national. Comment est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous pensez que la jeunesse tchadienne peut être instrumentalisée et que l'opposition est instrumentalisable? Alors, tout est envisageable naturellement, parce qu'on a vu des cas dans l'histoire où effectivement certains peuples, on a vu le printemps arabe, certains peuples étaient manipulés. Vous savez qu'il y a des officines occidentales qui sont spécialistes de ce genre de manipulation de mécanismes dans le reste du monde. Parce qu'en vérité, les États-Unis et ses billes, que sont la France, l'Angleterre, etc., ont à cœur de toujours garder ce leadership malsain sur la planète depuis des décennies. Donc ils sont prêts à mettre en place des laboratoires qui leur donnent des occasions techniques de distiller au sein d'un peuple, effectivement, un esprit malsain de contestation contre des personnes qui leur veulent bien. Le cas le plus patent, c'est la Libye, mais ce n'est pas généralisable. Évidemment, je m'inquiète du mutisme de Moussa Faki. Effectivement, monsieur le maréchal s'est mouillé, effectivement, pour que ce fils spirituel puisse, comment dirais-je, gagner la présidence de la Commission de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, force est de constater que, aussi bien la CEDEAO, instrumentalisée par la France à travers Mbalo, à travers Macky Sall et surtout à travers Ouattara, et maintenant, à travers le mutisme de l'Union africaine, financé par l'Union européenne, essaye un petit peu de garder ce qu'elle a encore d'empire, décadent. Elle est la seule à l'ignorer. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une centaine de morts. Qui sommes-nous, à Afrique Média? Même si nous sommes méfiants par essence, nous sommes d'abord panafricains. Qui est tombé? Ce sont nos frères panafricains. Est-ce que Mahama, qui avait promis de passer 18 mois, qui renvoie après le dialogue national inclusif et souverain terminé le 4 août, il nous dit que maintenant, il n'est pas impossible qu'il soit candidat en 2024. Mais attendez, il y a quand même un problème. Nous avons engagé un combat historique, Dieu merci, grâce à Afrique Média, contre, et c'était la première étape du combat, contre la gangrène, oui, effectivement, contre la gangrène française. Aujourd'hui, cette perte d'influence de la France sur les 3 quarts du continent est à mettre à l'actif d'Afrique Média, quand même.
Mais il s'accroche comme un serpent, comme on s'accroche quand on est, n'est-ce pas, en train de se noyer comme un bois dans une mer ou comme un serpent. Parce que elle est la seule à croire encore qu'elle est un empire. Et ses collaborateurs en Afrique, certains, pas tous, qui maintiennent malgré tout leur collaboration, malgré la vie des peuples. Nous sommes derrière les peuples africains. Attention! Mais nous n'excluons aucune manipulation, c'est vrai. Mais par principe, nous disons que on ne peut pas... Comment faire pour préserver la paix au Tchad? Pour préserver la paix, il faudrait que le dialogue inclusif, souverain, puisse respecter ses conclusions. Il était question d'un remaniement ministériel il y a 3 semaines. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On devait inclure toutes les parties. Qu'est-ce qu'il en est? Merci beaucoup, président. Donc on n'a pas de suite. Et... Une phrase, comment faire pour préserver la paix au Tchad et l'ambassadeur aussi? Je pense que pour préserver la paix au Tchad, il faut appliquer la stratégie malienne. C'est-à-dire qu'il faut asseoir son pouvoir sur la volonté du peuple et non sur les désidératas d'une quelconque multinationale ou une quelconque puissance. D'accord, merci beaucoup à vous, Charlie. Alors, l'ambassadeur François Bikoro, le Tchad, c'est un très grand pays. Le peuple tchadien, très grand peuple, comment faire pour que la paix revienne dans ce pays? Moi, je parle au tchadien. Je parle au tchadien. Quand vous voyez, depuis l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno, c'était les militaires à 100%. Deuxième étape, on a rappelé dans l'opposition le personnage qui jouait la logique, non pas insurrectionnelle, mais la logique institutionnelle, le premier ministre Padake. Il y a un modus operandi. Après... On est arrivé à la fin de l'émission. Non, il n'y a pas de problème. Je suis payé pour dire aux Africains ce qu'ils vont dire en 2 mots. Après donc cette logique institutionnelle, il y a eu l'ouverture à l'opposant historique. Il ne faut pas mettre ça sous le boisseau. Celui qui gère ce qu'on a vu au Tchad là, c'est le Premier ministre. Mais il paraît qu'on est resté longtemps dans la tête des pouvoirs institués. Donc moi je pense que ce qui est arrivé au Tchad, ici, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de regretter toute perte de vies humaines, quel que soit ce qui a été. Je dis bien, quel que soit. Nous ne voulons plus de ce genre de situation. Mais nous devons être conscients qu'au Mali, les élections n'ont pas réglé le problème en 18 mois. Donc il ne faut pas demander au Tchad d'organiser des élections. Non, pas beaucoup. Nous pensons simplement que l'ouverture qui vient d'être faite en direction du Premier ministre qui sort de l'opposition, qu'elle apporte ce que nous disons à Moussa Faki d'apporter à Mahamat. Qu'elle nous dise que l'ouverture d'une porte ne règle pas les problèmes d'une concession. Il faut ouvrir le portail. Et que ceux qui sont dehors sachent qu'ils disent depuis 2 mois avant de mourir, ils ont fait le match, ils ont abattu la sœur d'Idriss Déby Itno. Donc il ne faut pas qu'on retombe dans ce genre de travers. Prions seulement Dieu que l'ouverture qui est partie du grand dialogue national, la sagesse d'un opposant historique qui n'a jamais demandé que les gens meurent, qu'il dise au général Mahamat Idriss qu'à partir de maintenant, nous entrons dans la logique politique de la gouvernance de notre pays, donc il faut ouvrir. Merci. Je voudrais remercier François Bikoro, mon cher ami, pour ses propos extrêmement positifs et édifiants. Et je te remercie pour me permettre en quelques secondes de dire que, regardons le Mali, effectivement, les solutions politiques ne sont pas forcément sur la base de l'électoralisme occidental tel qu'il nous l'a imposé. La démocratie que les Occidentaux nous imposent, nous disons non. Nous avons une anthropologie africaine. Et c'est ça qui doit sévir dans le champ politique. Et nous disons ceci, que l'Afrique, ça doit avoir une fierté à préserver. Et il faut que les Africains comprennent les fondamentaux. Le Tchad, c'est entendu. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était donc le débat de ce soir, le mérite panafricain des premières dames. Je voudrais bien dire merci à Issa Sissé,
analyste panafricaniste qui était avec nous en multiplex, tout comme Issa Diawara, panafricaniste. Merci également à vous, Chalir Kenir, analyste politique, stratège, spécialiste des questions de développement. Vous êtes parti de Yaoundé pour ce débat. Merci d'avoir fait ce débat. J'espère que je ne vous ai pas coupé ce soir. Alors, merci également à vous, l'ambassadeur panafricain, activateur politique et panafricaniste François Bikoro. Merci pour tout le sacrifice pour Afrique Média. Alors, président Célestin Diamer, homme politique, merci d'avoir tout donné pour cette émission. Je voulais bien dire également merci à toute l'équipe technique de ce soir, mesdames, messieurs. Je suis Raboubaka Sidik Mouchidi. J'ai eu tout le plaisir à vous proposer cette émission. Bonjour et bonsoir.